Les grands enjeux, je crois que c'est vraiment on a un risque de basculement de l'état écologique global Terre, des équilibres écologiques globaux de la Terre, et donc d'arriver à un autre état thermodynamique de la planète. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas savoir quel visage peut avoir notre planète demain. À quoi va aboutir cette 6e extinction de la biodiversité en même temps qu'une massification des émissions de carbone. Donc on a en même temps aussi que la perturbation des cycles de l'azote, du phosphore, enfin, donc c'est énorme, plus des polluants. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est pour moi, est-ce qu'on peut encore préserver cet état équilibre écologique global Terre, est-ce qu'il n'a pas déjà basculé? Et si il n'a pas encore basculé, si on a encore du temps, il faut le faire maintenant. C'est vraiment comment on maintient en fait nos conditions de vie sur Terre. Parce que c'est ces services rendus par les écosystèmes qui nous permettent notre liberté. Parce que quand on n'a plus ces services, on le voit bien, dès qu'on a trop chaud dans nos villes, etc., on peut survivre que dans nos bureaux climatisés, en gros. Donc on peut survivre que dans des lieux très artificialisés. Ces lieux très artificialisés, pour les faire, eh bien, ça nécessite beaucoup de capital. Ça nécessite des grosses sociétés technologiques. Et ça nécessite aussi beaucoup d'optimisation, etc., de données. Et donc, je suis absolument convaincue que plus on ira vers une destruction de nos équilibres, de nos services rendus par les écosystèmes vivants, plus on devra vivre sous atmosphère contrôlée. On le voit déjà, le Qatar qui climatise ses rues, nous qui allons dans les bureaux climatisés. Et donc ces sociétés-là sont accessibles ni aux moins riches, ni aux plus libres, parce qu'elles sont très capitalistiques et parce que, eh bien, pour l'optimisation, on est dans de la donnée, etc. Et aujourd'hui, nos données ne nous appartiennent pas. Ces enjeux de biodiversité et de liberté humaine, pour moi, sont extrêmement liés. Quand on observe le changement dans le monde, si on regarde au niveau des conférences pour le climat, les COP, si on regarde les réglementations, les lois sur les pesticides, rien ne bouge. Rien ne bouge, c'est déprimant. COP après COP, soit on a des échecs, soit on arrive à des choses un peu obligatoires ou un peu, enfin même pas obligatoires, mais des accords qui finalement ne sont pas contraignants et qui ne sont pas respectés. On s'aperçoit 2 ou 3 ans après que personne ne les a respectés. Donc finalement, c'est très très déprimant. Et par contre, si on regarde en fait comment la société bouge, tout ce qui est créé sur les territoires, toute cette économie qui bouge, ces élus qui bougent, ces citoyens qui bougent, même cette façon de vivre, cette façon de penser le monde qui bouge quand on regarde les rayons des librairies, etc. Et là, on a un renouveau total. Et on a eh bien toutes ces coopératives qui montent, ces associations qui montent, qui cet open source qui arrive, ces gens qui partagent des plans de tracteurs, des plans de logiciels, qui commencent à faire force économique d'ailleurs. Enfin, par exemple, on a des acteurs de l'open source qui travaillent, qui montent des logiciels pour l'État fédéral suisse, les commandes de l'État fédéral suisse qui font des commandes en open source. Ça, c'est intéressant quand même. Et voilà. Donc, on a ces mouvements qui vont régénérer le social, régénérer la société. Quand ces acteurs de l'économie travaillent et produisent, ils augmentent le capital social. Ils prélèvent pas dedans. Au contraire, ils les augmentent. Ils régénèrent leurs écosystèmes sociaux. On a la même chose sur le vivant. On a des nouvelles techniques productives qui font appel au vivant pour produire. Et on va utiliser les mécanismes naturels du sol, par exemple, pour pouvoir faire une agriculture ultra productive.
Ça va être la philosophie de la permaculture appliquée à l'agriculture, ça va être l'agroécologie, ça va être l'agroforesterie. Et là, on s'aperçoit de techniques complètement différentes qui progressent. Tout le monde n'est pas blanc, noir au départ, mais où on va vers... parce que je produis, je remets de la biodiversité. Et je restaure mes sols, et je réponds à des problématiques d'eau, et j'ai moins besoin d'irrigation, et mes rendements sont plus réguliers, et je résiste mieux à la sécheresse. Voilà. Et pourtant, j'utilise des mécanismes écologiques. Je produis et je régénère tout ça. Régénère le vivant. On a la même chose dans les villes, avec des nouvelles techniques d'urbanisation, les villes fertiles. Et puis, on a aussi ça dans tous ceux qui essayent de régénérer la matière. Et alors, on a la traditionnelle mes déchets sont des ressources et qui marche pas très très bien parce que quand on est que sur le déchet, il faut tellement d'organisation pour faire ça que quand c'est le coût de l'organisation par rapport à la valeur intrinsèque du déchet, c'est pas terrible. Donc ça marche pas bien. Mais par contre, on a d'autres systèmes avec des acteurs qui innovent, qui disent on va faire de l'électroménager par exemple modulaire et puis le moteur que je vais utiliser là pour mon robot ménager, il peut aussi servir pour mon aspirateur. Et puis je vais te produire un smartphone éthique, équitable, et puis tu vas pas le posséder en fait. Moi je vais te le louer, et puis du coup en fait je vais récupérer les pièces après usage et je vais les réutiliser, et en fait voilà, donc il régénère la matière de façon très très intelligente. Voilà, tout ça monte. Tout ça, il y en a, mais on les trouve dans tous les pays, sur tous les territoires. Une amie qui travaille elle pour la fondation Forum for the Future, et je me demande quand même, dans des pays comme la Russie, est-ce qu'on y est, etc. Et elle me dit, j'ai trouvé les meilleurs modèles en Russie. En Iran, Tariq Chekchak me dit, en Iran, j'ai vu des choses géniales. Donc, on est vraiment partout. Et cette force économique que nous sommes, cette économie maintenant qui est globale, qui est complète, nous devons comprendre qu'on peut être puissant. Parce qu'on est une économie globale et complète, en fait, on peut devenir l'économie de demain, l'économie de référence. Parce qu'on est les seuls, quand même, à pouvoir préserver la vie. Ce qui est intéressant avec les grandes industries, c'est que on voit bien combien, quand il y a quelque chose qui était annoncé, comme une pandémie, c'est annoncé dans les risques liés au climat ou à la perte de la biodiversité, eh bien, des entreprises aussi différentes il y a eu Camaïeu, il y a eu La Halle, enfin un tas d'entreprises très grosses sont complètement impactées. Et finalement, on se retrouve avec des faillites ou des risques de dépôt de bilan gigantesques. Et parce que on se retrouve avec un milieu de la finance qui n'arrive plus, et de cette économie qui n'arrive ni à assumer, ni à assurer le risque. C'est-à-dire que quand un facteur comme la Covid touche tout le monde, on ne peut plus assurer. C'est comme le nucléaire. On aura la même chose. On le voit déjà avec les incendies. On l'aura avec les ouragans, avec les inondations, etc. Donc en fait, il y a quelque chose qui bouge là, je trouve. C'est-à-dire que moi, je crois que on a besoin. C'est pas les gros acteurs qui innovent. Et ils essayent évidemment de se conserver. Mais ils ont aussi besoin de l'innovation extérieure. C'est-à-dire que ils sont en recherche. C'est des gros paquebots. C'est des gros paquebots qu'il est difficile de bouger, qui ne savent pas innover, qui ont tendance à aller acheter des startups, etc., pour aller chercher l'innovation, mais qui finalement souvent les tuent. Et pourtant, elles peuvent être des acteurs majeurs parce qu'on doit aller vite. Elles peuvent se transformer. Il y en a qui commencent. Et je crois que en fait, oui, elles sont des acteurs indispensables de la transformation. Si elles savent jouer avec les petits, avec les territoires où elles sont implantées.
Alors aujourd'hui, je porte une théorie de l'économie régénérative qui s'appelle l'économie symbiotique, qui montre justement qu'on forme une seule et même économie, qu'on est partout et qui donne les principes de fonctionnement et les lois de puissance en fait de cette économie à partir de l'observation du réel. Alors il y a 2 théories aujourd'hui à notre connaissance de l'économie régénérative. C'est la théorie du donut de Kate Raworth, qui donne vraiment un nouvel objet à l'économie et dans le donut en fait des limites planétaires et des limites du social. Et puis l'économie symbiotique qui donne en fait comment fonctionne cette économie, les principes de fonctionnement et des lois de puissance pour arriver à cette symbiose en fait qu'on peut observer. Et donc là, on est en train de monter une chaire avec le CNAM pour justement une chaire partenariale pour permettre en fait c'est vraiment de la recherche-action pour pouvoir que toutes ces innovations locales, eh bien, on puisse amener l'effort de structuration, de recherche, de pouvoir passer à l'échelle en fait, passer à l'échelle avec des programmes, des projets, une base de projets qui est très élevée, et des programmes sur les indicateurs de la régénération. Écologique, économique, social, individuel. Est-ce que c'est couplé à de la performance économique? Est-ce que c'est couplé avec de la performance financière? De pouvoir en fait donner les éléments de réassurance et de valorisation de toute cette économie pour que en fait elle puisse attirer les investissements des banques, des fonds, des sociétés de gestion et de la puissance publique. Voilà, rassurer. On a vraiment besoin de ça. Donc, on fait ça, cette chaire avec le CNAM, qu'on veut une chaire partenariale, vraiment. Il y a tellement de citoyens, l'innovation est tellement en bas qu'on veut un circuit court entre la recherche et la société, et en même temps d'amener ça aussi chez des gros acteurs, parce que on n'y arrivera pas sans des gros acteurs aussi. C'est une économie de régénération qui montre qu'en fait ces droits grandes familles dont je parlais tout à l'heure, l'économie circulaire, ces économies qui régénèrent le social, la matière et le vivant, eh bien elles fonctionnent tout en écosystème. Il y a 6 principes de fonctionnement qu'on retrouve à chaque fois pour qu'elles fassent les plus-values qu'on attend d'elles, écologiques, économiques et sociales, et montre comment en fait, lorsqu'elles sont associées, quelles synergies elles mettent en place. Voilà. Donc parce qu'il y a des associations qui rentrent en synergie et qui nous permettent vraiment de changer d'échelle. Donc changer d'échelle en termes d'ampleur, en termes de résultats, mais aussi du coup en termes de temps. C'est-à-dire que la synergie, elle accélère les choses. Voilà, donc cette économie symbiotique, c'est vraiment la démonstration qu'il y a une autre économie qui est née, qui est capable de régénérer la planète, l'écologie et le social, qui fonctionne selon des principes extrêmement clairs et qu'on peut systématiser. Ça construit des écosystèmes vivants, écosystèmes sociaux, écosystèmes techniques. Comment en fait, c'est basé sur la diversité. Et la diversité avec le respect de l'intégrité des acteurs. Quand vous êtes en réunion d'intelligence collective, vous avez besoin de la diversité des parties prenantes, des acteurs, d'un territoire, d'un secteur, tout le monde a une expertise, l'expertise de son quartier, l'expertise des fonctionnements juridiques, enfin voilà, donc il faut la boulangère et le préfet, quoi, en gros. Et pour un territoire. Et chacun dans son intégrité. C'est-à-dire de respecter l'opinion de chacun, de respecter ce qu'il est, de respecter... On a la même chose sur les matériaux. On va avoir une diversité de matériaux, par exemple, mais si c'est un alliage, un métal, des alliages, par exemple, qui ne gardent pas l'intégrité des métaux d'origine, on n'arrive pas à les recycler, on n'arrive pas à les réutiliser, du coup. Donc, et cette diversité, on la retrouve aussi dans le vivant. La permaculture, l'agroécologie, c'est la base de l'autonomie. Voilà. Donc, on a toujours cette diversité qui est la base de l'autonomie de ces écosystèmes. Ils vont dialoguer ces éléments divers, ces acteurs divers, qu'ils soient vivants, qu'ils soient matière, énergie, information, qu'ils soient des acteurs sociaux, des humains.
Ils vont dialoguer. Ils vont dialoguer, ils vont s'échanger de la matière, de l'énergie, de l'information, des nutriments, de l'eau ou des idées, selon si vous êtes dans une réunion d'intelligence collective. Et comme on est des humains, ils vont toujours faire selon des intérêts et des valeurs. Voilà. C'est une économie qui fonctionne sur des intérêts convergents et des valeurs communes. Lorsque vous n'avez pas les valeurs communes, eh bien, en fait, très vite, les collaborations vont tomber. Et ces valeurs, ça peut être l'identité d'un territoire, par exemple. Ça veut dire l'appartenance à son territoire. On aime sa ville, on aime sa région. Et du coup, parfois, on va transcender des différences politiques, idéologiques fortes, parce que nos enfants, finalement, ils habitent là, ils vont à la même école. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est une économie de collaboration directe, c'est-à-dire de réseau. Et c'est pas une économie pyramidale ni centralisée où on autorise la parole, où on autorise la production. Non, c'est une économie de réseau. Donc, c'est par exemple dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous contacter directement, ce qu'on ne pouvait faire qu'à l'échelle du quartier. Mais du coup, ça va donner le producteur et le consommateur vont pouvoir aussi être en lien direct. Donc ça change par exemple complètement les politiques de marketing. Enfin, les politiques d'engagement, on va aller chercher un produit, plus du tout sur les mêmes, plus du tout selon des valeurs et selon un écosystème qui va vous mettre en relation avec les créateurs, les fabricants que vous voulez. Donc voilà, ça crée des écosystèmes. Ensuite, vous avez 3 principes de régulation. C'est une économie qui cherche l'efficience maximale par unité de matière, d'énergie, d'information. C'est une économie qui va utiliser au maximum les services rendus par les écosystèmes qu'elle crée. Donc la phytoépuration pour les écosystèmes vivants, par exemple, l'intelligence collective pour les écosystèmes sociaux, la régénération de la matière pour des écosystèmes techniques. Si vous essayez pas d'utiliser la matière que vous avez régénérée, ça tombe. Voilà. Et le dernier principe, c'est vraiment de chercher l'inclusion maximale dans les cycles biogéochimiques et physiologiques de la planète Terre. Et c'est comme ça que vous évacuez, en fait, tout ce qui est vraiment des pollutions à long terme ou à court terme, les perturbateurs hormonaux, le nucléaire qui est mutagène, les énergies fossiles. Et on se rend compte, en fait, que malgré ça, donc c'est très contraignant, on a bien la possibilité, enfin on peut poser vraiment l'hypothèse d'une économie de prospérité avec ces 6 principes. On voit qu'on instaure des dynamiques qui permettent vraiment de poser cette hypothèse d'avoir une société de prospérité, d'abondance sans énergie fossile in fine. Vous avez des dynamiques synergiques incroyables où les comportements de consommation se déplacent. Les comportements de mobilité changent. Et vous avez en effet des effets de mutualisation, par exemple, qui vont se combiner avec des effets de retour de la matière grâce à des fonctionnements où vous recomposez ce que je disais, l'économie de fonctionnalité associée à l'interopérabilité. Je voudrais pas rentrer trop dans le technique parce que, mais du coup, en fait, vous avez des facteurs qui se multiplient, qui amènent à des facteurs. Moi, en divisant les facteurs par 2, à chaque fois, par souci, j'arrive à des facteurs quand même 60, 80, 100. Pour le même service, on peut poser des hypothèses élevées de diminution d'utilisation de matière où vous avez le même service pour 60 fois moins de matière minimum. Lorsque quand vous combinez certaines choses. Et en même temps, vous induisez des comportements sociaux différents. Et des comportements de consommation différents. Mais on le voit quand vous êtes devant des écosystèmes vivants, en fait. On voit les effets sur le stress, c'est mesuré aujourd'hui. Je recommande le documentaire Natura de Pascal Derme, par exemple, qui fait le point là-dessus. Eh bien, vous avez un effet de bien-être, de contemplatif qui vous régénère et qui fait que vous êtes bien. Vous n'êtes pas dans le stress qui va en fait souvent d'ailleurs vous faire consommer. On se rend compte que ça relocalise même la consommation. On a un ancrage en fait,
on retrouve un ancrage à son territoire et on va chercher à favoriser la production locale naturellement, par exemple. Complètement non, j'en connais pas. En Afrique, il y a des endroits où j'ai l'impression, mais j'y suis pas allée, j'ai l'impression qu'on commence à vraiment atteindre un niveau d'interpénétration comme ça du social, du vivant et du technique très élevé, dans des formats low-tech, hein, pas high-tech, mais vraiment qui commencent à faire synergie. Une ville, par exemple, il y a des villes qui commencent à avoir des choses très abouties. On a quelques synergies, on a quelques éléments qui rentrent déjà dans des synergies incroyables. Je cite souvent l'exemple de Portland, qui a augmenté de 60% sa population et pourtant a diminué de 21% ses émissions de gaz à effet de serre pendant le même temps, qui économise 1 milliard de dollars de carburant par an par sa population et la majorité est reportée sur la consommation locale, qui est passé de tout ça dans la même période, hein, à peu près de 1990 à 2015. C'est une ville vraiment en déshérence, enfin, je veux dire, crise industrielle très très forte, chômage de masse, violence urbaine, et qui maintenant, enfin voilà, dans ce temps, il y avait plus qu'un marché dans la ville, maintenant il y en a 20, je crois. On a un tas de systèmes d'investissement local, l'Oregon est devenu, je crois, le premier producteur de houblon. Parce qu'ils adorent la bière. Donc, ils ont fait des brasseries locales. Enfin, voilà, c'est la ville la plus végétarienne des États-Unis. Et pourtant, ils n'ont pas installé d'énergie renouvelable. En fait, il y a deux choses essentielles qui se sont passées. C'est que ils se sont dit tous les services à 15 minutes à pied. Et d'ailleurs, Paris est en train de faire une chaire là-dessus en ce moment. Et ce qui fait que vous retrouvez un quartier où vous pouvez habiter, travailler, avoir les services publics, mais la consommation, la production. Ils ont vraiment aidé à pas seulement faire des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation, mais de réhabiliter les choses dans une mixité. Et puis, ils ont innové sur la politique de la gestion de l'eau, où ils avaient tellement pas d'argent qu'ils ont été pionniers dans une technique qui était d'adapter les noues des campagnes aux villes, en les architecturant, ce qu'on appelle les jardins de pluie. Et ils les ont vraiment scénarisés. Et puis ensuite, ils sont allés de plus en plus dans le vert, etc. Mais donc maintenant, ils replantent aussi énormément d'arbres. Et là, on s'aperçoit que ça change les comportements de mobilité de la population. Parce que quand vous avez les voitures à côté de vous, vous vous sentez en insécurité. Vous surestimez les distances. Et quand vous avez des arbres ou ces bandes végétales qui vous coupent en fait visuellement, qui vous protègent en fait de la rue et psychologiquement et vraiment physiquement, eh bien vous sous-estimez les distances. Vous laissez plus facilement les enfants aller à pied à l'école, dans des proportions extrêmement élevées. Les commerces qui bénéficient de ce genre d'aménagement sont plus fréquentés, ils augmentent leur chiffre d'affaires. Et la violence sociale diminue, mais aussi la violence domestique. Donc en fait, c'est ces synergies qui font que on les observe systématiquement. C'est ça que mon travail montre. Et vraiment, on a ces lois entre le social, l'économique, le vivant, et qui permettent vraiment de démultiplier des facteurs d'efficience et qui nous disent qu'on a vraiment un autre récit économique possible. Alors, on a la compétition qui nous drive, puis la difficulté de travailler en coopération parce qu'on parle pas les mêmes langages métiers. On n'est pas sur les mêmes réglementations. Pour faire écosystème, donc chaque métier chaque niveau dans la ville a sa réglementation à lui, son administration, ses références, ses budgets, enfin ou dans une grande entreprise. Hein, c'est un vrai casse-tête. Mais en fait, donc on est un peu moulé comme ça, à tout séparer et en effet à être un peu dans la fight. Mais il y a des techniques.
Il y a des techniques, en fait, maintenant, pour réussir à dépasser ça. Il y a ces techniques d'intelligence collective dont je parlais. Il y a le fait dès le départ, même s'il est tout petit, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup, il faut partir comme en permaculture, d'un petit système d'acteurs, où on va le soigner, le former à un autre regard ensemble. Donc il y a des techniques pour ça. Quand on voit des acteurs différents qui tout à coup abandonnent les jargons, se mettent parfois oui, dans le risque de l'innovation, de dépasser les budgets alloués ou de demander une expérimentation parce que la réglementation n'autorise pas, donc d'être un peu en zone franche, quoi. Mais il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et avec tout type d'acteurs. On observe pareil, systématiquement les mêmes choses, en fait. Et ça s'apprend. Ça s'apprend et je crois qu'il faut former massivement à ça dans nos collectivités, dans nos entreprises. Le livre, dès la première année, était la première vente en pensée économique. Alors que c'est un peu un ovni parce que je suis pas économiste, donc ça c'est un très bon signe. Et en effet, ça continue. Moi, je reçois à peu près un message par jour. C'est pour ça que c'est tellement important aussi de structurer ça aujourd'hui avec une chaire, avec une équipe, une association pour avoir les moyens de ça, parce que je peux pas répondre sinon. Des acteurs du numérique, des acteurs de l'architecture et de l'urbanisme. J'ai pas de compétences techniques dans tous ces domaines. Mais en fait, ça donne une grille de lecture qui permet en fait d'interroger les systèmes techniques, productifs, économiques, et du coup en effet réfléchir les choses autrement. Voilà. Donc l'accueil est très bon. L'accueil est très très bon. Les élus locaux, il y a beaucoup de, oui, il y a un vrai. Il y a des élus qui ont vraiment envie de le mettre en place. Et puis sur le niveau national, en fait, oui, j'ai été demandée dans des commissions au niveau national. Mais maintenant, en fait, c'est très dur parce que c'est toujours des commissions, ou même à la Commission européenne, je suis intervenue plusieurs fois d'ailleurs. Mais c'est très dur parce que on est seul. Enfin, on n'a pas nous les régénérateurs là, on n'a pas des grosses structures derrière nous. Et c'est des choses qui sont jamais payées. Et ce qui nous demande un temps fou et qui en plus produisent des rapports qui souvent quand même finissent dans les tiroirs. Donc c'est vrai que je ne vais pas aux commissions qui m'ont été demandées ces dernières années. Voilà. Parce que je crois que l'action locale me semble beaucoup plus porteuse. Une personne que j'ai rencontrée qui m'a vraiment inspirée, qui a changé ma vie, en fait qui a changé ma vie avant que je la rencontre. C'est Johanna Messi. J'étais à San Francisco, il y avait le premier sommet d'ailleurs, des territoires pour le climat, c'est-à-dire l'équivalent des COP, mais au niveau des territoires, pas au niveau des nations. Et je présentais l'économie symbiotique, et elle était dans la salle. Et ça m'a permis de la rencontrer. Et c'est une femme qui a changé ma vie parce que Johanna Messi est l'initiatrice et la théoricienne ou la praticienne, enfin c'est tout à la fois, c'est vraiment une femme exceptionnelle, des ateliers qui relient. Et les ateliers qui relient, c'est une méthodologie qui permet de nous, les Occidentaux, de nous brancher à quelque chose qu'on a oublié, et culturellement qui est très très loin chez nous, qui est notre ancrage à la terre. Et notre ancrage avec, l'esprit des lieux, l'esprit on appelle ça esprit, moi je pourrais dire l'information, en fait, ce que nous amène un paysage, ce que nous amène un site, ce qui nous amène son histoire, on est très très loin de ça, les Occidentaux, alors qu'en effet qui est très pratiqué chez les peuples indigènes, et elle a occidentalisé ça finalement, et moi ça a changé ma vie. Ça a accouché chez moi des choses qui étaient là, mais qui n'étaient pas là à la fois. Qui culturellement sont tabous en Occident, mais que j'avais en moi. C'est ce lien, je pense que moi j'ai le sentiment que la terre nous pousse à travers les pieds.
qu'on est exactement on ne défend pas la forêt, on est la forêt qui se défend. Et on est la terre qui se défend. Et je me sens profondément en fait organisme de la terre. Ça c'est la planète Terre. Donc voilà, on est dans. Pour moi, je me sens faire partie de la terre comme l'arbre fait partie de la terre, comme voilà. Et Johanna Messi permet de nous connecter à ça et c'est difficile pour nous culturellement de le dire. Je trouve que moi j'ai aucun problème rationnel à ça, vraiment aucun. Mais alors culturel, énorme. À chaque fois que je prononce les mots, je me dis mais où tu es, etc. Alors que je le ressens profondément. Et voilà, c'est